Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Socrate. Qui était Socrate? C'est vrai que c'est la première fois que j'aborde ce genre de questions. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai parlé des philosophes tels que Spinoza, Leibniz, Rousseau et tant d'autres. Mais j'ai vraiment jamais posé cette question, même si j'ai eu à faire des brèves présentations et parler de leur courant de pensée. Aujourd'hui, Socrate est le premier philosophe sur qui je vais essayer de dire qui il est. Alors, certainement, vous allez vous poser la question, mais pourquoi tu commences par Socrate? Pourquoi tu nous parles de Socrate? Alors, pour vous répondre très simplement, j'aimerais d'abord faire une petite précision. Certes, Socrate, c'est le premier philosophe sur qui je vais aborder ce genre de questions, c'est-à-dire qui était Socrate, parce que j'aurais pu dire qui était Spinoza aussi. Mais j'ai préféré commencer par Socrate. Nous devons savoir que Socrate n'est non plus le premier philosophe. Ça, je le sais. D'ailleurs, un jour, je ferai une vidéo sur les premiers philosophes. Selon moi, en Socrate, il y a une révolution dans la façon d'entendre et de comprendre la philosophie. Et ça vaut la peine de commencer par lui. Avec Socrate, la philosophie commence à se poser la question de comment il faut vivre sa propre vie. La philosophie commence à être quelque chose qui se vit, c'est-à-dire une activité existentielle. En fait, Socrate est Socrate et reste Socrate. Avant de continuer, j'aimerais que vous écoutiez attentivement cette phrase. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Certainement, si on vous demandait de qui est cette phrase, beaucoup d'entre vous diraient que cette phrase est de Socrate. Alors, simplement, avec bienveillance, je vous dirais que vous pouvez déjà effacer cette phrase de vos citations les plus célèbres. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que Socrate n'a jamais dit cela. Ça ne veut pas dire que la phrase ne reflète pas exactement l'attitude de Socrate. Simplement, nous devrons savoir que Socrate n'a jamais prononcé cette phrase. Nous devons retenir que cette phrase n'est pas de Socrate. Cette phrase ne vient pas de la bouche de Socrate. Déjà, nous savons tous que Socrate n'a jamais rien écrit. Alors, si Socrate n'a jamais rien écrit, la grande question à se poser, c'est de savoir quelles sont nos sources, quels sont les éléments qui nous permettent de parler de la vie de Socrate. Alors, pour vous répondre, je dirais d'abord que, en premier lieu, nous avons Platon, le disciple le plus brillant de Socrate. Platon a écrit une série de livres où Socrate est l'acteur principal. Entre guillemets, j'ai dit acteur principal, parce qu'en fait,
c'est Platon qui écrit tout ce qui est attribué à Socrate aujourd'hui. Après, on a aussi un type qui s'appelle Xénophon, qui a connu Socrate, mais qui, comparé à Platon, est un esprit léger. Excusez-moi du terme si j'ai dit un esprit léger par rapport à Platon. C'est tout simplement parce que je pense qu'il avait moins de liens avec Socrate que Platon, et aussi vu l'intensité de ses œuvres par rapport à Platon. Donc, Platon reste celui qui a été le plus proche de Socrate. Nous avons aussi, par ailleurs, Aristophane, qui est un dramaturge, qui a écrit une comédie intitulée Les Nuages, où il présente Socrate comme un sophiste. Mais comme cet ouvrage est une comédie, on n'a pas l'habitude de prendre ça comme une source fiable. Enfin, nous avons Aristote. Aristote nous raconte aussi des choses sur Socrate. Aristote n'a pas connu personnellement Socrate, mais comme il a passé presque toute sa vie à côté de Platon dans son académie, sûrement il a dû écouter beaucoup de choses sur Socrate à côté de son maître. Aristote est utile parce qu'il nous aide à distinguer entre Socrate et Platon. Par exemple, nous savons que Socrate, dans le dialogue de Platon, où il mentionne la théorie des idées, nous savons très bien que ici c'est Platon. C'est du Platon pur, c'est-à-dire c'est Platon lui-même. Donc, c'est pas Socrate. Pour ce qui nous intéresse, on a l'habitude de prendre comme source fidèle les premiers dialogues de Platon. Je dis bien les premiers dialogues de Platon. Ceci est important parce que petit à petit, Platon va développer sa propre philosophie et la faire passer pour Socrate dans ses dialogues. Mais les premiers dialogues qu'il écrit, qui ne sont d'autres qu'une revendication de la figure de Socrate face à ce qu'il aurait accusé jusqu'à le tuer. Bref, on a l'habitude de prendre en considération que c'est une expression fidèle du genre de Socrate. Alors, comment était-il possible de connaître Socrate? La question à savoir, c'est en réalité de la vie concrète de Socrate, que savons-nous? Alors, nous savons que Socrate naît à Athènes en 469 avant Jésus-Christ et meurt condamné en 399 avant Jésus-Christ. On raconte que Socrate a participé à la guerre de Péloponnèse, une petite île grecque, et que, en plusieurs occasions, il s'est opposé publiquement
au gouvernement d'Athènes qu'il considérait injuste, autant à l'époque de la démocratie qu'aussi à l'époque de la tyrannie des années 30. Alors maintenant, ce que nous devons savoir, ou alors nous poser comme question, pourquoi et comment Socrate commence son activité philosophique? On raconte que un de ses amis, Kéréphon, fut à l'oracle de Delphes pour demander qui était la personne la plus sage. Et l'oracle lui répondit que la personne la plus sage était Socrate. Et quand Socrate apprit cette nouvelle, comme il avait la conscience de ne être pour rien un sage, il décida d'aller interroger ceux-là qui étaient pris pour des sages, pour démontrer que l'oracle était en train de se tromper. Socrate commença à demander aux politiques ceux-là qu'on suppose qu'ils savent parce qu'ils ont à la charge le bien de la communauté entière. Le résultat est catégorique. Ils ne savaient rien. Parce qu'ils ne sont pas capables de répondre aux questions de Socrate. Ils se contredisent les uns après les autres. Après, Socrate questionne les poètes. Ceux-là qu'on suppose qu'ils ont de grandes connaissances parce qu'ils ont à leur charge la culture hellénique et ont un rôle très important dans l'éducation des jeunes. Le résultat tombe. Eux aussi ne savent rien. Au final, Socrate questionne les artisans et c'est eux qui en réalité maîtrisent leur domaine. Eux, ils savent quelque chose. Mais pour savoir d'une seule chose, ils pensent qu'ils savent tout. Pour autant, eux non plus ne savent rien. Alors, Socrate est en train de faire une évidence publique que ceux-là qu'on prenait pour des sages et qui se croyaient eux-mêmes des sages, en réalité, sont des ignorants qui ne se reconnaissent pas. Je vais aussi faire une petite parenthèse sur le côté insolite de la vie de Socrate, parce que Socrate avait une activité très insolite, et surtout qu'il ne se faisait pas payer, contrairement aux sophistes. Et ceci a conduit à plusieurs occasions Socrate et sa famille à recevoir des financiations de la part de ses disciples. Parce que comme il passait tout son temps au marché à interroger les gens, bref, cela ne veut pas dire qu'il avait assez de temps ou pas assez de temps pour amener de l'argent dans sa famille. Alors, revenons à la suite. Bref, Socrate, à l'oracle, après avoir interrogé à tout ce monde, il finissait par conclure que l'oracle dit qu'il est le plus sage,
parce qu'ils ont seulement conscience des limites de leur propre connaissance et ne prétendent pas savoir ce qu'ils ne savent pas. Et de cette manière, comme service aux dieux, Socrate décide de continuer avec cette activité, c'est-à-dire interroger les gens sur la place du marché, ce qu'on appellerait de nos jours une activité philosophique, parce que quand Socrate interrogeait, c'était pour découvrir, pour acquérir de la connaissance. Il était en quelque sorte à la recherche de ce sage, ou alors simplement de la sagesse, comme nous définissons la philosophie aujourd'hui. Ainsi, Socrate dit, si au final, par hasard, il rencontre un certain sage, bon, il pourra apprendre de lui. Sinon, il mettra les uns et les autres à leur place. Dans l'apologie de Socrate, Socrate dit qu'il est comme un taon. Taon, T-A-O-N. Taon, l'insecte. En fait, Socrate se compare à un taon tout simplement parce qu'il se dit attaché à la cité. Il se dit attaché à Athènes. Et pour Socrate, Athènes est un cheval de grande taille, de bonne race, noble. Et vous savez, le temps, quand il transperce l'épiderme ou la peau, il injecte sa piqûre. Imaginez-vous un temps au flanc d'un cheval qui soudainement se réveille. Ce cheval, grand de par sa taille, et en plus de bonne race, qui paraît mou, et subitement se réveille parce qu'il a été piqué par un taon. C'est ce que Socrate veut nous faire comprendre. Athènes, la cité, c'est ce cheval. Et quand il dit de grande taille et de bonne race, c'était tout simplement pour dire que tous ces gens de l'oracle, toutes ces personnes qui étaient considérées comme des sages, même si ils n'étaient pas des sages, ils avaient quand même une grande connaissance. C'était une manière pour lui d'éviter de mépriser les autres et de savoir les prendre en considération. Mais lui, il s'identifie au temps parce que il a réveillé un cheval. Il a réveillé le cheval. En quelque sorte, Socrate dit qu'il est comme un taon qui continuellement est en accord avec ses concitoyens pour qu'ils n'oublient pas la différence entre ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Parce que quand on oublie cette différence, on prend des décisions stupides. C'était tout pour aujourd'hui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous opinez de Socrate? Socrate vous paraît très bien ou il vous paraît très mauvais? Seriez-vous un de ses disciples?
Seriez-vous capable de le tuer? Ou alors, approuveriez-vous sa mort? Laissez en commentaire vos différentes opinions. Merci et à très bientôt.